Donc, bon midi tout le monde. Bienvenue à nos conférences midi. Donc, depuis le début de l'année qu'on fait ça, le mercredi midi. On trouve que c'est une super formule. J'espère que ça correspond à vos heures de lunch si vous êtes encore dans un contexte de travail. Mais pour nous, ça nous convient super. Fait que ce midi, je vais parler en fait pendant une trentaine de minutes de notre super voyage au Japon qui a lieu cette année, toutes les autres éditions en septembre. Donc, je me présente, François-Xavier Blot. Donc, je suis un des responsables voyage spécialistes chez Caravanier. J'ai une bonne expertise Japon pour avoir fait plusieurs fois ce voyage et pour avoir vécu moi-même là-bas. Je reviendrai un petit peu plus tard. Et je suis accompagné de Alexandre Choquette. Je te lance une POC. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexandre Choquette. Je suis le petit nouveau dans l'équipe de Caravanier. Je suis vraiment très content d'avoir l'opportunité de travailler avec FX pour cette magnifique destination qui est le Japon. J'ai eu la chance par le passé d'y guider quelques groupes. Puis je suis vraiment maintenant super content là, d'y travailler avec à la sauce Caravanier dans l'angle trekking. Cool. Donc à toi la parole, FX. Oui, parfait. Donc, en fait, c'est ça. Donc, Caravanier, ce voyage-là a intégré Caravanier pour la première édition en 2022. Mais ce voyage-là existe d'une autre vie avant. Donc, je travaillais pour une autre agence. J'ai tout développé une logistique, une expertise sur ce voyage. Et on l'a mis un peu à l'esprit de la boîte Caravanier. On l'a intégré dans l'équipe. Et puis maintenant, c'est vraiment un super voyage aux couleurs de Caravanier. Donc, voilà un peu globalement le Japon. Donc, si vous posez la question, j'ai mis des étoiles pour les lieux d'intérêt rando et pour vous dire finalement où on n'ira pas dans ce voyage-là, puisque le voyage qu'on présente aujourd'hui, qu'on va appeler Kumano Alpes et Mont Fuji, eh bien, se concentre principalement sur l'île d'Honshu et en particulier le centre de l'île d'Honshu où on voit l'étoile. Mais il faut savoir que dans ce pays, il est aussi possible de faire de découvrir vraiment très bien sur l'angle de la randonnée au nord, dans l'île d'Hokkaido, sur l'île de Shikoku. Donc, Shikoku qui est réputé pour un pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage des 88 temples. Ça se veut très spirituel, shintoïste, etc. Mais quand même, c'est une région qui est très connue pour la marche, la rando. Et Kyushu, donc Kyushu qui est tout au sud, qui est une île très volcanique avec un climat tropical qui donne toute une autre couleur, je vous dirais, à l'esprit d'un voyage de trek, mais qui est une autre très belle destination rando, donc ce sont les principaux pôles. Mais il faut savoir qu'on est en construction depuis déjà plusieurs mois d'un itinéraire qui va se concentrer sur le sud et l'ouest du pays, mais on n'en parlera pas tout à fait aujourd'hui puisqu'on est en formule midi speed dating. Donc, mais ça sera un prochain rendez-vous. Sachez que ceci verra le jour certainement pour 2024. Alors, ce voyage, si on peut le résumer, donc, trois grands treks. Okay, le pèlerinage de Kumano Kodo, on va faire de Koyasan jusqu'à la péninsule de Ki, un petit peu plus loin. C'est un pèlerinage historique, on en parlera plus tard, mais bon, c'est 3 jours principalement de randonnée. La traversée des Alpes, bon, faut s'entendre, là, c'est un terme, là, la traversée, on va pas tout traverser, mais on se concentre sur une partie centrale du massif. Donc, les Alpes japonaises sont situées vraiment, ça vous dit quelque chose, là, mais c'est au nord-ouest de Tokyo, entre des villes connues qui s'appellent Takayama et Matsumoto. Donc, on est vraiment dans le cœur des Hautes-Alpes. Et l'ascension du mont Fuji, qu'on met quand même optionnel, parce que bon, on voulait pas dénaturer un peu l'esprit du voyage en se disant on fait une grosse montagne comme le Fuji. Mais je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous démontrer que c'est peut-être plus accessible qu'on le pense, mais en même temps, on le laisse optionnel parce qu'on veut garder un esprit ouvert. C'est un voyage qui est quand même accessible à pas mal de gens. C'est un voyage de rando, oui, mais c'est un voyage accessible, donc Fuji est en option. Puis un regard un peu, si vous voulez, en contradiction sur deux villes. On va les mettre en opposition alors qu'ils ont plusieurs facettes, mais quand même. Donc Kyoto, donc
la traditionnelle, ça fait un peu Saint-Hubert comme affirmation, ça. Puis Tokyo, donc la moderne, donc c'est l'angle, en fait, cette opposition-là, tradition-modernité, qui marque énormément la culture du Japon. Donc on va voir ça tout au long du voyage, mais on va y donner une connotation particulière lorsqu'on va explorer Kyoto et Tokyo, parce qu'il faut bien comprendre que ces villes-là, on pourrait y passer des semaines, mais nous, on y restera que quelques jours, donc on va donner un regard par rapport à ça. L'itinéraire, on le voit ici, donc on fait arriver les gens sur Osaka. Donc, souvent, c'est un itinéraire qui passe par Vancouver. Souvent, je dis bien, là. Arriver sur Osaka, pour ensuite se concentrer tout de suite sur Kyoto. Donc, on passe pas vraiment de temps à Osaka, c'est plutôt juste un lieu d'arrivée. C'est un aéroport international et puis de plus en plus important, surtout depuis les Jeux olympiques de 2021. On va aller ensuite direct au sud, dans la péninsule de Ki, si on veut, la région du Kumano-Kodo. Donc, on parlera dans 2 minutes du climat, là, mais il faut retenir que cette péninsule-là, étant donné sa position géographique, va donner quand même un contexte chaud et humide. On se rend, en fait, le trek va finir un peu vers l'est de cette péninsule-là et on va faire une transition vers les Alpes, donc entre Takayama, Matsumoto. Donc, on voit avec l'autre étoile, donc 6 jours de randonnée dans cette région-là. On se dirige ensuite vers le mont Fuji. On va l'explorer du bas et du haut, si on prend cette option-là. Donc, deux jours et demi, si on veut, dans la région de Fuji pour finir ensuite à Tokyo. Faire une petite histoire du Japon, en tout cas me concernant. Ça, c'est moi, 2003. Donc, si vous lisez les katakana et hiragana, on peut lire ici que c'est l'ouverture du restaurant Le Québec. Donc, c'était dans le cadre d'une fusion, si vous voulez, ou une volonté de fusionner culturellement deux villes. Donc, il y avait en fait Gaspé et le petit village d'Iwaki, donc qui engageait des chefs cuisiniers. Donc, j'ai été à l'époque et on essayait de créer une cuisine fusionnelle Japon. Donc, si vous inscrivez voyage, je vous expliquerai toute l'histoire, mais en gros, c'est que là, j'ai goûté à la culture japonaise, mais à fond. C'est là qu'est devenue ma passion. C'est là que, oui, on peut dire une passion, et souvent dans une passion, ben, il y a de la haine et il y a de l'amour. Donc, donc voilà, c'est en moi depuis presque, ah mon Dieu, ça fait 20 ans de ça, c'était 2003. Donc, c'est là qu'est devenue ma passion, si vous voulez, de découvrir ce pays-là, de l'approfondir, de le voir sous un autre angle, parce que j'y resté là presque un an. Et après ça, ben, avec le temps, les connaissances et tout, est arrivé Camille, qui sera, en tout cas du moins, qui est au cœur de la logistique et de l'organisation là-bas. Si vous voulez, c'est notre contact sur place, c'est notre guide à 90% des départs. Camille est un gars que j'ai connu justement en Gaspésie, est un Suisse d'origine et qui a très bien intégré la culture japonaise puisque marié une japonaise qui était aussi en Gaspésie. Longue histoire. Bref, ce gars-là, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il habite là-bas. Il a une famille, 2 enfants, etc. Donc, parle très bien français, parle très bien le québécois aussi, et très bien le japonais. Donc, c'est un peu la fusion, si vous voulez, de ces trois cultures-là. Et avec lui et notre belle cohésion, en parlant de belle cohésion, on va mettre une petite série de photos comme ça. On a créé le voyage que je présente là, ou qui est en ligne en ce moment sur le site. Donc, il faut bien comprendre, il a évolué dans le temps, il s'est adapté à la culture de caravanier, etc. Et là, je pense que depuis 2022, la dernière édition, qui était la première post-pandémique, on est arrivé à un petit millésime. Humblement, on est arrivé vraiment à quelque chose, et si je me fie au retour client du dernier voyage, on est arrivé vraiment à quelque chose qui était, je pense, mature, et tant mieux. Donc, c'est le fruit vous voyez, de ces trois acteurs-là, moi, Camille, et la gang de caravaniers. Donc, voilà un peu le topo de l'histoire de l'itinéraire. Je m'arrête sur une fesse de sumo comme ça. Juste pour vous dire aussi, par rapport... Non, je reviendrai plus tard. Donc,
Tu sais, le Japon, c'est un pays plein de contradictions. C'est un pays qu'on j'appelle contradiction, c'est à tous les niveaux. Donc, tantôt j'ai nommé modernité, tradition, c'en est une contradiction. La consommation aussi peut être une contradiction par rapport à leurs grands abus, si on veut. C'est pour ça la photo de ton. Donc, quand la tradition est un peu contradictoire, si vous voulez, avec des réalités modernes, voilà. La contradiction aussi par rapport au clash culturel, donc conformité versus contre-culture. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très fort au Japon. C'est une couleur qu'on va donner vraiment au voyage. Et quand on parle de tradition, ben là, c'est ça. Donc, sumo versus la J-pop. Donc, si on peut parler de posé total, c'en est un. Donc, c'est quelque chose qui marque totalement le pays. Et qu'on parle de tradition, on parle pas juste de choses qu'on va voir, mais des choses aussi qu'on va vivre. Je prends une photo ici qui est la tradition du service du thé. C'est tellement protocolaire, c'est hallucinant, mais ça, c'est quelque chose qui est très, si vous voulez, confrontant par rapport peut-être à une culture nord-américaine. Donc, si vous voulez, ce voyage-là est un choc culturel garanti, un choc culturel très fort. Donc, il sera peut-être pas nécessairement apparent visuellement parce que bon, ça reste quand même un pays moderne où c'est très bien adapté avec une modernité, si on veut dire technologique, mais au niveau des traits comportementaux, au niveau des traditions et des protocoles, c'est hallucinamment différent. Et donc, notre mission, à travers ces 3 semaines-là, c'est de vous faire comprendre le mieux possible tout cela. Ça ne veut pas dire d'y adhérer nécessairement, mais je pense, réalisable, du moins en 3 semaines, mais c'est sûr que vous allez être à un moment donné déstabilisé dans tout ça. Voilà. Quand on part pour ce trek, ben là, je mets une photo de sakura. Donc, les sakura, c'est les cerisiers. Cerisiers en fleurs. C'est un phénomène qui arrive au printemps. Donc, c'est malheureux, les sakuras, mais pour ce voyage-là en particulier, on n'aura pas l'occasion de les contempler. Il y aura d'autres opportunités de le faire, puisque ce trek-là, le marché, si vous voulez, au Japon, c'est juste possible au début de l'automne ou à la fin de l'été, donc septembre. Okay? Donc, en fait, c'est entre le tout début septembre et la mi-octobre, puisqu'on doit, si vous voulez, combiner 3 réalités climatiques ou géologiques. Là. Donc, la péninsule de Kumano, qui est super humide, donc oubliez ça pendant l'été. C'est genre 38 degrés avec 97% d'humidité. Les Alpes, aussi très chaudes pendant l'été et très achalandées. Pas possible de le faire avant juin parce que c'est encore en neige. C'est un peu comme nos belles rocheuses canadiennes. C'est une zone, une période très courte. Et puis le mont Fuji, même chose. On voulait absolument faire le mont Fuji hors de l'ouverture officielle. Donc, ça se termine le 15 septembre, l'ouverture officielle du Fuji. C'est très possible de le faire sans problème, hors saison, mais on voulait éviter les 5000 randonneurs potentiels qu'il peut y avoir quotidiennement l'été. Donc, si on réalise tout ça, on se rend compte que finalement, juste la période de septembre à octobre, c'est possible de faire ce voyage-là. Donc, on a sélectionné une date cette année, c'est le 16 septembre. Donc, continue, on rentre dans Kyoto, c'est la ville d'arrivée, on va passer 3 jours à Kyoto. 3 jours à Kyoto à explorer la ville sous l'angle de la tradition. Donc, on va être en mode quartier, déplacement actif, souvent en vélo. On aime bien ça. En vélo pépère un peu, si vous voulez, là. Un peu comme des Bixi, ceux qui sont de la région de Montréal. Donc, c'est pas du vélo extrême, mais c'est juste le plaisir de se déployer dans cette ville-là avec un moyen de locomotion non mécanique. Et on va aussi beaucoup marcher, faire des immersions. Donc, soit au cœur de la ville, dans les quartiers, entre autres aussi, quartier des geishas. Donc, comprendre aussi ce volet-là, de qu'est-ce qu'une geisha et toutes ses déclinaisons, qu'est-ce que ça représente finalement socialement, comment c'est aujourd'hui en 2023. Donc, démystifier un peu certains icônes. Et à Kyoto, c'est très possible de le faire. Donc ça, c'est un volet très important. Et aussi tous les temples, toute l'histoire finalement impériale et spirituelle du pays, puisque Kyoto a longtemps été la capitale, si vous voulez, la capitale spirituelle
de l'Empire. Donc, avant que ça soit Tokyo au niveau économique plus récemment. Alors, c'est ce regard-là qu'on va donner sur Kyoto. Il faut comprendre que oui, il y a le centre de la ville, mais il y a tous les environs. Donc, pour se déplacer dans les environs, on parle de quelques kilomètres, mais on va favoriser souvent le déplacement actif. Donc, plusieurs parcs qui nous intéressent, entre autres Hirashiyama, les corridors de bambou, tout ça, les torii, donc les portes Shinto là, qu'on retrouve dans les environs. Donc, tout ce côté-là, là, plusieurs temples importants. Donc, ça sera vraiment un volet très axé sur l'histoire, la culture et un peu le côté spirituel. Donc, on verra à Kyoto. Donc, c'est vraiment une mise en contexte parce que je pense que ça prenait ça. Là. On ne pouvait pas tout de suite vous lancer dans l'univers randonnée, paysage, sans comprendre un peu la base culturelle, puisque évidemment, on saisira pas tout dans ces 3 jours-là, mais ça sera déjà une belle mise en contexte. En parlant de mise en contexte culturel, ben l'aspect nourriture va être aussi un volet super important du voyage. Donc, on s'est donné la mission avec Camille d'à peu près voir tous les types de restos qui peuvent exister au Japon, ou tous les types de rapports à la nourriture, si vous voulez. Que ça soit de la machine à distribution. En fait, ça, c'est un système de resto quand même assez cool, là, je trouve. C'est-à-dire que tu as la machine à l'extérieur. Donc, Camille, lui, traduit c'est quoi tout ça, parce que le menu, il est là. En fait, tu commandes, tu commandes dans ta machine distributrice. La cuisine en dedans te sort le plat quelques minutes après, puis tu vas le chercher à l'intérieur. Ou tu peux le manger à l'intérieur, mais souvent avec nos groupes, on va dans un petit parc. Mais tu sais, ce genre de restauration-là, c'est intéressant. Tu as les micro-comptoirs à bouffe qu'on voit souvent, entre autres à Tokyo, dans le Fish Market de Tokyo. Il y a énormément de petites places comme ça. Dans les petites rues, partout des villes, il y a ça. Donc, c'est un... Tu sais, qu'on dit gastronomie ou restauration rapide, et aussi qualité, mais au Japon, ça marche tout à fait. Là. En Amérique du Nord, il faudrait qu'on revoie ce concept-là un petit peu, parce qu'on peut se faire servir comme ça, en mangeant très bien. Donc voilà un peu pour ce volet-là. Fish Market, je reviens là-dessus, ça reste que là, on peut se dépayser pas à peu près en termes de découverte culinaire. Je ne vous en dirai pas plus, mais ça, on va creuser fort là-dessus. Mais en même temps, on va revenir balancer pour aller chercher un autre volet de la gastronomie ou de la cuisine japonaise à travers les izakaya, par exemple. L'izakaya est si on peut traduire ça, c'est un bistrot, si vous voulez, c'est un bar avec de la nourriture, là, comme on en a plusieurs versions ici au Québec. Donc, ça se veut des fois très décontracté, comme ici, des fois un petit peu plus stylisé. C'est selon le type de clientèle. Donc, on va aussi faire une belle mosaïque de ça. Mais le principe de ça, c'est petit plat. On peut voir comme des tapas, si vous voulez. Petit plat, bonne bière. Petit plat, saké. Et puis, on enchaîne les plats et l'alcool. Ça permet bien de décompresser après une journée de travail. Nous, ça va être dans un autre contexte, évidemment. Mais l'izakaya a un rôle clé dans la cuisine et dans la culture japonaise. On va lui donner un regard super important là-dessus. Le fast-food. donc, en fait, tout ce qui est sushi et autres, là, ça reste quelque chose on va se rendre compte finalement qui est dans la bouffe de tous les jours, mais on peut aussi l'avoir à différents niveaux, à des niveaux très élevés de qualité. Et la cuisine traditionnelle. Donc, la cuisine traditionnelle, elle va avoir un volet important dans le voyage, puisque quand on est dans le Kumano Kodo, puisque c'est un pèlerinage, on va être dans des refuges, dans des temples au niveau de l'hébergement. Donc, forcément, on va dans la tradition, si vous voulez, avec le bento qu'on voit ici. On va l'avoir aussi beaucoup dans les refuges, donc en montagne, puisque ça s'adresse principalement à une clientèle japonaise qui consomme et mange japonais. Donc, ça peut vous apparaître peut-être exotique et attirant. Mais je vous dis, par expérience, certaines personnes, après un certain temps, ils sont déstabilisés. Ils cherchent le pain puis le beurre, le peanut le matin. Donc, c'est plutôt une grillade de poisson que tu vas avoir. Alors, donc, tu sais, faut se préparer à ça, mais on le met vraiment, nous, dans un volet. On comprend bien la dynamique de désir de faire découvrir et d'équilibre mental. Donc, on sait qu'on veut être dépaysé, mais pas trop. Donc, on a trouvé, je vous dirais, l'équilibre de tout ça. Mais ça reste que le volet bouffe, ça va être certainement un volet très déstabilisant, si je voudrais.
Donc là, j'ai peut-être inversé mes belles photos, mais en parlant d'izakaya, ben, c'est ça, les petites rues, là, ou de comptoirs à bouffe, là. Donc, on est dans les rues de Kyoto ici, là, sur le long du canal, là. Il y a plein de petits spots comme ça. Un autre endroit en bas, on voit en bas à droite. Ça, c'est un izakaya, si vous voulez, un bistrot qu'on retrouve au pied du mont Fuji. En fait, des fois, ça peut être super original, puis à très bon niveau, là. Donc, en fait, ce resto-là, tu arrives sur place, c'est un grand mur éclairé, c'est un mur un peu de pierre, si vous voulez, et il y a une porte à peu près qui fait 1 mètre de haut. Et puis, c'est un peu comme une blague, si vous voulez, là, mais en fait, c'est la porte d'entrée. Donc, il faut vraiment se recroqueviller. On rentre, puis là, on arrive, pof, dans cette grande salle-là. Fait qu'il y a des concepts super originaux, super tendance au Japon, dont on voit ici quelques exécutions de plats, là. Donc, ça a quasiment l'air d'une pochette de disque, là. C'est un album de je sais pas qui, ça. Mais tu sais, ça va jouer dans toutes ces sphères-là. Donc, on va beaucoup, beaucoup mettre l'emphase là-dessus. Donc, c'est sûr, j'ai un passé de cuistot, puis Camille vit là-bas, donc le volet bouffe est bien. On commence le trek, on quitte Kyoto, on se dirige vers Koyasan. Koyasan, si vous voulez, c'est un peu le berceau de la spiritualité shintoïste bouddhiste au Japon. Donc, on est au 6e, 7e siècle. C'est là que tout a commencé et que ça s'est propagé. Donc, c'est un lieu très important au niveau de la spiritualité et c'est le début du pèlerinage officiel du Komano Kodo. Le principe de ce pèlerinage-là, je mets des petites photos hein, qui nous rappellent la tradition, des babouches en bois. Donc, ce principe de pèlerinage-là, c'était en fait de relier finalement la capitale spirituelle Kyoto à la capitale économique qui était Edo à l'époque, donc Tokyo aujourd'hui. Et ça passait par justement le berceau spirituel du pays qui était au sud. Donc, c'est un long chemin. On en fait quelques étapes. Mais le principe, c'était de traverser cette péninsule qu'on appelle la péninsule de Ki, de se rendre jusqu'à Ise, et ensuite de ça, prendre un bateau pour arriver à Tokyo. Donc, nous, on va faire un peu le même principe. On va aboutir jusqu'à Ise, jusqu'au bord de la mer, mais on fera juste quelques étapes de marche, donc 3 jours consécutifs dans le Kumano Kodo, et on va rejoindre 3 grands temples. Donc, l'idée, c'est un peu de comprendre le pèlerinage complet que certaines personnes font encore aujourd'hui de manière intégrale. Donc, on veut comprendre justement pourquoi ils relient ces 3 grands temples-là. On va le faire nous-mêmes, on va voir un peu hein, les traditions, les séquences qu'ils font pour honorer les temples, juste comme un regard curieux. On va marcher pendant 3 jours, donc dans un univers très boisé. En fait, c'est un peu de la monoculture, si vous voulez, de cyprès, comment on appelle donc, de cèdre, si vous voulez. C'est une forêt très humide, donc beaucoup de fougères, etc. On est vraiment dans cette palette de couleurs-là. Et il y a plusieurs sections du trek on voit les vestiges de vieilles pierres, de vieux sentiers, etc. Donc, c'est quand même relativement aménagé dans cette perspective-là, mais c'est aménagé parce que c'est là depuis, je vous dirais à peu près 600 ans et plus, là. Donc c'est ça. Et souvent, on fait des sorties, genre, on émerge dans des terrains beaucoup plus ouverts, mais c'est beaucoup dans ça. Et le matin, c'est très misty, là. Il y a une espèce de on dirait que je parle en anglais, hein. De smog, pas de smog, mais aide-moi! De, les nuages, quand ils sont bas le matin, là, on dit c'est un. On a de la brume. La brume, merci. Donc, brume, cèdre, c'est un peu frais mais très humide. Après ça commence à se réchauffer, tout ça se lève. C'est un peu l'ambiance dans laquelle on va être. Il y a encore des tea houses qui sont en action aujourd'hui. Un peu, si vous avez déjà voyagé au Népal, on peut retrouver un peu cet esprit-là. Donc, d'aller prendre le thé lors d'une étape de marche. Et voilà, donc on va parcourir 3 jours de temps, ce superbe trek-là en reliant 2 villages, si vous voulez, qui seront nos villages étapes. Donc, on va être vraiment en campagne. On va voir l'aspect culture et agriculture ancien, ou disons traditionnel. Et on est en immersion dans si vous voulez qu'on appelle ça, des minshuku ou des refuges qui sont là en fonction du trek là, pour accompagner les pèlerins. Donc voilà, ça c'est la photo d'ambiance, je trouvais à gauche, qui représentait bien un matin de départ sur cette brume matinale, etc.
et ces anciennes pierres qui ponctuent tout le long le sentier pour se rendre jusqu'à Nachi. Voilà, ça c'était environ avant d'arriver à Ongo. À Nachi, Ongo, c'est pas très loin là. Et donc c'est ces immenses cèdres-là qui, si vous voulez, honorent l'entrée d'un des temples qu'on va relier. Voilà. Donc, beaucoup de pèlerins qui font ça aujourd'hui. Il y a quelques Occidentaux qui parcourent évidemment ce trek-là parce qu'il est de plus en plus connu, mais on est encore en minorité, là. À part qu'on se regroupe tous pour une photo, là. Donc, le temple de Nachi sera un peu l'aboutissement de notre trek de 3 jours. C'est une immense pagode, superbe, qui est très belle et qui domine une grande chute. Donc, on va aller, vraiment, c'est le lieu d'arrivée de notre trek avant de se diriger là, sur IC. Donc, on va mécaniquement prendre un véhicule ou un train, je pense, pour se rendre à IC, le lieu final, si vous voulez, du, euh, du trek du Kumano Kodo. Mais ça sera 3 jours, donc, en continu. C'est-à-dire qu'on part d'un point A, on dort à un point B, on enchaîne directement à un point C, il n'y a pas de transfert, rien. Donc voilà. Au niveau de l'hébergement, donc pendant cette période-là, si je fais un petit retour en arrière, donc on sera à Koyasan parce qu'on passe quand même 2 jours à Koyasan avant de commencer le trek parce que Koyasan, je vous ai dit, c'est le berceau culturel du pays, le berceau spirituel surtout. Eh bien, on va dormir en temple. On aura l'occasion d'assister à des cérémonies, mais c'est certainement là qu'on va être dans le plus traditionnel ancien. Donc, on va vivre ça. Et là, c'est sûr qu'on est dépaysé, puisque, par exemple, ici, c'est une salle à manger d'un temple. Donc, il y a toujours un serveur ou une serveuse, ou si vous voulez, un maître de table qui va remplir nos bento qu'on voit sur les tables. Et nous, on va être agenouillés, tout le monde ensemble comme ça, pour manger. Donc, ça sera vraiment un repas traditionnel. Et quand je dis manger agenouillé, c'est littéralement sur les genoux. Et de présenter, il faut savoir que de présenter la paume de pied au Japon est un peu mal convenu, si vous voulez. Donc, il va falloir travailler sa flexibilité et aussi travailler ses techniques pour se détendre les articulations sans présenter sa paume de pied. Donc, tout ça fera partie de votre apprentissage pendant le voyage. Et ça, Camille saisit bien tous les enjeux occidentaux versus japonais. Mais on est vraiment dans cette ambiance-là. Un petit peu plus tard, dans d'autres hébergements, on sera dans des ryokan, qu'on appelle. Donc, un ryokan, c'est un hébergement traditionnel, souvent des chambres séparées par des portes coulissantes. Donc là, c'est tout l'univers iconique, peut-être que vous pouvez imaginer du Japon. Souvent, un ryokan est en mode T, donc avant l'heure du dodo, là, donc le setup de la chambre est comme ça. Et après ça, il y a un service de chambre le soir, souvent juste pendant qu'on prend le repas, parce que le ryokan offre toujours les repas dans l'hébergement, même chose pour le déjeuner, donc souper-déjeuner. Et pendant qu'on prend du souper, il y a une équipe de chambre qui va transformer finalement la chambre en lit. Donc c'est tatami au sol avec couverture par-dessus. Donc on est vraiment dans ce contexte-là pour toutes les nuits en ryokan ou si vous voulez aussi en minshuku. Le minshuku, c'est une déclinaison, si vous voulez, un petit peu plus accessible ou moins cher, là, ou plus simple d'un ryokan. Donc, le ryokan a toujours aussi un espace commun. C'était très axé vers les jardins. Et donc, tout est dans un contexte de détente assurée. Pendant le trek du Kumano, quand on est dans les villages, ben, ça se peut aussi que ça soit juste en chambre comme ça, donc un peu une version hybride où là on est sur des lits, si vous voulez, comme on peut le convenir ici, là, un lit sur pattes en équivalent twin, etc. Mais les repas sont toujours pris en gang comme ça dans un espace commun. Okay, donc vous voyez, là, on mange tous des bento, il y a à peu près toutes 14 assiettes par personne, donc je n'aimerais pas être un plongeur d'un minshuku ou d'un ryokan. Fait que c'est ça. Et on voit ici que tout le monde a sa petite technique de déflexion du genou. Mais ça, je vous le dis, là, c'est quand même un enjeu parce qu'on est souvent sur des tables basses comme ça. Mais on sait qu'on doit donner des pauses comme ça à la tradition, fait qu'on le fera. Des fois, faire un petit pont encore dans cet univers-là, détente et bonne chose. Donc, petit regard ici sur la faune, comme quoi des fois la faune inspire l'homme.
Donc, les onsen, donc ces bains à source thermale qu'on retrouve un peu partout dans le pays, ça sera souvent en lien avec les hébergements type Minchoku ou Ryokan, même aussi au niveau du temple, là. Donc, il y a souvent ces reliés à un onsen pour la détente. Et donc, on peut voir ici le petit parallèle. Donc, ça, c'est un volet là, qui est très fort dans la culture japonaise. On aura l'occasion de faire ça. Donc, autant qu'ils peuvent être tellement intenses dans leur travail puis dans leur divertissement qu'ils ont ces moments-là importants à ne jamais changer. Donc, ces moments de détente, relaxation, la zénitude. Donc, on en profitera surtout après nos longues journées de rando dans certaines étapes. On se dirige, comme j'ai dit tantôt, à la fin vers ici. Donc, on est en bord de mer à l'est de la péninsule de Ki. Donc la chaîne qui relie deux pierres, c'est une histoire d'amour derrière tout ça. Et c'est le port, si vous voulez, où l'empereur quittait vers Tokyo pour continuer son pèlerinage vers la capitale économique. Et bien nous, c'est là qu'on va arrêter, mais on fait une petite pause culturelle avec des pêcheuses de perles. C'est une activité, en fait, c'est assez ancien, ça, ce mode de pêche-là, si vous voulez, pour récupérer les perles. On a découvert une gang qui le faisait, donc les pêcheuses de perles. On va être en immersion avec eux autres. C'est pas kitsch, c'est pas convenu, c'est pas touristique. On réussit à avoir un lien encore pour la prochaine édition. C'était vraiment cool la dernière fois. Donc on le refait. Donc on s'est dit, on fait une journée ici avant de bouger vers les Alpes, une journée de transition avec une connotation plus axée vers la mer. Les déplacements vont se faire principalement en transport en commun pendant ce voyage-là. En fait, c'est le but, hein. Une des choses qui coûte très cher euh, au, euh, au, au Japon, c'est tout ce qui s'appelle véhicule transport privé. Ça, c'est pas tout à fait dans le concept du pays. Donc, si on voulait privatiser des déplacements, ça serait très cher. Et on s'est dit, donc, on met ça de côté. On y va avec bus et train, principalement train, donc public. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Camille en amont a tout déjà réservé les tickets, ou des fois on le prend direct. Et il faut avoir une bonne mobilité, si vous voulez, entre nos lieux de déplacement. C'est souvent entre l'hôtel et la gare et l'hôtel. Donc, c'est là qu'on va accepter d'avoir des bonnes valises à roulettes, mais on est en mode, c'est autonome pour le transport, puis on dépend des horaires de train, mais en soi, c'est aussi une très belle expérience culturelle puisqu'on est en immersion dans la vie de tous les jours, là. On peut être témoin en étant assis 1 heure, 2 heures dans un train de bien des affaires. Et juste de vivre les gares japonaises, de comprendre comment ça fonctionne, de se commander un ticket, tout ça, ou de valider son billet, si vous voulez, c'est en soi quelque chose de super trippant. Fait que c'est ce qu'on fait principalement pour tous les déplacements dans le voyage. Et il y aura une section en Shinkansen, donc il se trouve pour l'instant, en Chine, ils font un train très rapide, là, mais le Shinkansen qui peut culminer à peu près à 350 km à l'heure. Donc, on parle d'efficacité de transport en commun. On est une petite coche en arrière. Alors, on se dirige vers Matsumoto. Donc là, c'est le second trek, c'est celui des Alpes. Je suis déjà à 30 minutes. OK. Donc, on commence à Matsumoto. C'est une ville qui ont préservé un super donjon, là, si vous voulez, il reste 3 grands châteaux, si vous voulez, de l'époque médiévale japonaise. Ça date à peu près du 16e siècle. Il y en a un à Matsumoto, entre autres, un autre à Himeji. Mais celui-là est superbe, puis on va y passer du temps. Donc, Matsumoto, c'est une très belle ville d'entrée, si vous voulez, pour les Alpes. Alors, c'est là qu'on va commencer. Le principe des Alpes, c'est de marcher en itinérance pendant 6 jours. Donc, on va être dans la région centrale de ce massif. Donc, quelques noms, le Yarigatake, qui est un sommet connu là-bas. C'est le plus haut, en fait, des Alpes japonaises. Donc, on va être autour de ça. On va relier, en fait, 2 crêtes par une vallée. Donc, le but aussi, c'est de marcher sur les crêtes. Donc, de toujours être en perspective de vue ouverte. On est en zone alpine tout le temps. Et ces chemins, si vous voulez, sont parsemés de refuges ou de cabanes qu'on nomme là-bas. Et on va relier de cabane en cabane pendant 6 jours, 5 nuits.
en fait. Donc, on prend l'idée initiale d'une époque où on marchait sur une crête qui était parallèle à celle du Yarigatake, qui est très connue. Celle qui était parallèle donnait une très belle perspective, justement, sur les plus hauts sommets, mais aussi nous permettait d'être en immersion quasi complète dans la culture japonaise de montagne, puisque il y avait presque pas de tourisme qui était là. Donc, on vivait au rythme du randonneur japonais, c'était superbe. Donc, on garde cet esprit-là, mais en fait, par une vallée, on va relier aussi le Yarigatake. Donc, en image, voilà un peu ce que ça va donner. Donc, c'est ces crêtes-là très incisives, là, puisque les Alpes n'ont pas connu de glaciation vraiment. Il y a 10-12 000 années, donc c'est encore un terrain qui n'a pas été, si vous voulez, raboté là, pendant des milliers d'années. Il est encore donc très marqué, très pointu. Et c'est là-dessus qu'on va marcher, si vous voulez, avec ce paysage-là tout le long. Donc là, on est sur la crête, si vous voulez, plus traditionnelle, là, qui est en face du Yarigatake. Il y a une vallée qui rejoint les deux. Le Yari, on le voit par sa il est très pointu, là, et c'est une montagne très vénérée par les Japonais, comme d'autres sommets d'ailleurs, où il y a souvent des petits hôtels de donation comme ça. Donc, c'est une journée de montée, une bonne journée de montée, une bonne journée de descente au début puis à la fin, si vous voulez. Puis après ça, tout le long, ben, c'est sur les crêtes comme là. On va culminer souvent des sommets. Et donc, ça va demander d'être en autonomie, si vous voulez, au niveau du bagage. Donc, il n'y a pas de portage de bagages, il n'y a pas de transport connexe parce qu'il n'y a pas d'accès vraiment. Donc, on va y aller avec le minimum dans notre dos, de l'eau à la journée qu'on peut reprendre à tous les points de service, mais donc des vêtements de rechange de base, petite trousse, petite tenue de soirée minimale. On est dans des sacs à 8 à 10 kilos maximum. En tout cas, du moins, on va vraiment vous couper tout ce qui est extra pour aller sur un sac à dos environ 35-40 litres, mais qui va contenir juste l'essentiel. Donc, c'est un trek en autonomie d'une certaine manière. Mais sachez qu'à chaque étape, on a couverture, matelas, etc. Donc, on a juste besoin d'un drap d'auberge pour, euh, pour le dodo. Donc, c'est très limitatif, là, si vous voulez. Et c'est parfait pour nos sacs à dos qui ne seront pas trop lourds. On continue un peu dans cet esprit-là. Donc, le fameux chemin qui relie les deux crêtes, si vous voulez. C'est superbe. On voyait Camille ici. Et on remonte vers les cabanes ou refuges qui sont au pied du Yari. Un peu, puis ça, c'est les couleurs d'automne. Hein. C'est les couleurs, c'est ce qui est intéressant de partir un 16 septembre, c'est-à-dire qu'on va être dans les Alpes à la fin septembre, si vous voulez. Donc, on a toutes les couleurs d'automne, les mousses, tout ça qui change. C'est vraiment magique. Vous voyez la cabane, hein, il y a deux options de cabane selon les dispos qu'on a. Là. Donc, une qui est vraiment au pied, puis une autre un petit peu plus loin. Puis le Yarigatake sera une option de grimpe. C'est environ 1 heure et demie, 2 heures, monter ça du refuge. Si certaines personnes ne se sentent pas à l'aise à monter un genre de terrain comme ça, ben il y aura option là, de prendre le thé, prendre ça rejoint. Mais pour ceux qui veulent le faire, c'est vraiment un superbe point de vue. C'est une belle expérience. Puis il y a cette connotation-là importante pour les Japonais en termes de symbolique là, spirituel. Donc voilà pour les Alpes. Donc ça va redescendre tranquillement de l'autre côté, par la vallée de Kamikochi. Et on va arriver un peu brûlé, mais heureux. Hein, ça, c'est nos gueules de la première édition. Je pense qu'il est un peu dans cet esprit-là, même nombre de jours, où là, on aboutissait au bout de 6 jours de marche, si vous voulez. Donc la vallée de Kamikochi, qui est une superbe vallée, et on aboutit à Takayama. Je prends une mini pause parce que je sais que j'ai trop de choses à dire sur le Japon, puis je pense qu'il y a une question, Alex. Oui, FX, peux-tu nous parler du dénivelé? Bon, le dénivelé, en fait, il est, on peut dire qu'il est significatif au début puis à la fin. Parce qu'il y a la montée pour arriver sur la crête. On parle peut-être d'un 800 mètres de dénivelé sur un chemin qui est très zigzag. Donc, zigzag, souvent, c'est efficace en termes, tu sais, c'est pas très long en distance, puis c'est efficace en gain. Donc, c'est une journée clé qu'il ne faut pas sous-estimer, mais qu'on va prendre le temps de faire. Bon, la même chose à la fin, puisqu'il faut redescendre, si vous voulez. Donc, même chose, on prend le temps, puis on fait ces étapes-là. On les a ciblés, les défis, les défis, si vous voulez, physiques. On y porte attention. Mais pour le reste du temps, c'est sur les crêtes. Donc, là, c'est très plutôt ondulé, si vous voulez. Fait que c'est pas des gros gains, c'est pas des grosses pertes. C'est plutôt simple là, comme terrain. Et puis,
pas de dénivelé, donc c'est accessible. Mais il faut savoir qu'il y a quand même le facteur, on est exposé aux conditions, puisqu'on est sur les crêtes, et aussi parce que, bon, on est un petit peu plus lourd dans le dos, entre 8 et 10 kilos, comme j'ai dit tantôt, versus un sac de jour. Donc, c'est pour ça que ce voyage-là est clairement un niveau 2 là, chez Caravanier. C'est pas un Dolce Vita, là, c'est la petite coche en dessous pour, pour le niveau de difficulté. En refuge, on est dans cette ambiance-là pendant les Alpes, donc plein de choses. Le midi, souvent, on le prend dehors là, quand c'est possible. Là. Donc, on a souvent des bento, des petites boîtes à emporter là, de lunch. Et puis, on va se trouver un beau spot sur une roche, on mange là. Puis 2 fois, si la météo n'était pas clémente, on pourrait accéder à des refuges, manger dans les refuges. C'est possible dans certaines étapes. Le soir, donc on est dans un mode, je dis souvent dans les refuges, on doit, c'est comme un décalage horaire, si vous voulez, on doit régler notre montre à l'heure des refuges parce que les soupers sont souvent, je pense, c'est 5h30 ou 6h le soir. Là. Donc, pour ceux qui ont des enfants au Québec, comme moi, c'est à l'heure qu'on mange, mais c'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Et le matin, même chose, on se réveille, tout le monde se réveille à 5h du matin, 5h30, c'est le déjeuner, puis après ça, tout le monde part randonner entre 6 et 6h30. Donc, c'est très cadré, structuré, arrive pas en retard parce que c'est la déférence japonaise à son meilleur. Et des fois, ça a des bons volets, ça, parce que le dodo, c'est à 9h. Fait qu'à 9h01, il n'y a pas un son. T'sais, à part les ronfleurs. Mais je veux dire, c'est pas le genre d'affaire où tu vas entendre du monde jaser jusqu'à minuit. Interdit! OK? Puis ça, au Japon, respecter les règles, ils sont forts là-dedans. Fait que nous, on va s'assurer aussi que ce soit pas nous les bums, puis qu'ils dérogent à ces règles-là. Donc, un Japon aussi grand, par exemple, que celui-là, un refuge aussi grand que celui-là, ça peut paraître, oh mon Dieu, ça va être, non. Au Japon, c'est à 9h, il n'y a plus un bruit, tout le monde est discipliné, c'est le respect de chacun. Il faut en faire de même, plutôt, je vous dirais. C'est plus, le défi, c'est plus nous que les autres. Donc voilà comment ça se passe pour les refuges dans le trek. On va bouger ensuite vers le Fujiyama, transfert en train depuis Takayama, et on va au pied du mont Fuji. Il y a quelques lacs au pied du mont Fuji, c'est superbe. On va essayer d'avoir ce regard-là. D'avoir une photo comme ça du Fuji enneigé en septembre, on va être rendu en octobre là, à ce moment-là du voyage. Très peu probable, à moins qu'il y ait un dérèglement particulier de neige précoce, là, mais ça me surprendrait. Donc c'est vraiment une photo d'hiver, si vous voulez. Donc, moi, le Fuji, c'est une longue histoire perso. Je l'ai monté à 6 reprises. J'ai eu l'occasion de le monter à l'époque que j'habitais là-bas. J'ai eu l'occasion de le faire dans le cadre de Greenpeace International pour un engagement pour souligner le premier anniversaire de la tragédie de Fukushima. Donc, vous vous souvenez, c'est cette centrale là, nucléaire qui avait été atteinte lors d'un tsunami. Donc, j'ai l'idée d'une équipe de Greenpeace International là-bas. Donc, moi, c'est un lien fort avec le Fuji. C'est un lien fort aussi avec Sato-san, donc un gars qui ouvre le refuge pour nous hors saison, parce que je vous ai dit qu'on grimpait le Fuji hors saison officielle. Donc, lui, c'est un montagnard. Ça fait des années qu'on se connaît. Camille aussi, là, le connaît très bien. Donc, pour moi, ce volet-là du voyage, je ne peux pas le mettre de côté, étant donné tout l'historique personnel qu'il y avait là-dedans. Puis, comme je vous dis, ça reste optionnel. Donc, on peut monter jusqu'au refuge, passer la nuit dans ce refuge qui est superbe, hein, qui est vraiment d'un âme de montagnard. On est à 2500 mètres. Puis après ça, il y a des petits hikes possibles à faire dans les alentours pendant que le groupe il fait l'ascension. Donc, ça, c'est zéro un problème. Donc, parce qu'il faut quand même considérer que l'ascension du mont Fuji est de monter à 3776 mètres. C'est pas banal. On va être en raréfication d'oxygène à ce moment-là, mais sachant notre séjour, si vous voulez, en altitude n'est pas très long, ça a le peu d'impact sur le corps. Mais bon, il faut quand même rester vigilant par rapport à ça et à l'écoute des signes et symptômes de chacun. On s'adapte. Okay, on passe toujours avec un autre guide. On engage un guide japonais aussi avec nous pour cette ascension-là, pour des plans B. Puis ça permet aussi d'être en contact aussi avec un guide japonais francophone. C'est sympathique. Il va être là dans certaines portions clés là, des montagnes. Puis c'est ça. Donc on arrive tout en haut ensemble, souvent dans la plus grande majorité des cas, c'est ça. Et vous voyez juste sur la photo précédente. Donc en fait, il y a une voie d'accès
en zigzag, dans un pierrier. On voit les cabanes qui sont là, qui sont toutes, ça c'est tout ouvert pendant l'été. Et ça, là, ils vendent du coke, des soupes, tu sais, c'est la foire un peu, là. Et c'est pour ça qu'on préfère y aller hors saison, c'est pour pas avoir ces cabanes-là ouvertes. Donc, ça retranche à peu près 98% des grimpeurs. Il y a encore plein de Japonais qui le font, mais je vous dirais qu'à l'échelle d'une journée, on est peut-être entre 20 et 50 personnes max, tu sais, réparties sur la journée au complet. Donc, c'est pas mal plus relax. Et selon la vitesse de chacun, on arrive en haut, puis là, il y a un tour de la caldeira sommitale qui est possible de faire en 1 heure à peu près. Et souvent, donc, les plus lents, plus rapides, ben là, on dit, bon, ben, la gang plus lente, vous allez directement vers le sommet. Les plus vite, vous faites le tour de la caldeira, puis on se rejoint tous. Une petite photo sympathique comme ça, avant de regagner un petit village de Tokyo qui en gros, c'est la population du Canada dans quelques villes, là, si vous voulez. Donc, on dit la population de Tokyo à 35 millions d'habitants, c'est Tokyo et toutes les autres villes qui ont été agglutinées, si vous voulez, avec l'expansion urbaine. Donc, on est dans la modernité, c'est le regard qu'on veut donner, parce que Tokyo a plein d'autres regards aussi intéressants. On va dans le cœur des quartiers comme Shinjuku et autres, donc qui nous surprennent. Ici, par exemple, moi, je trouvais que ça faisait un petit peu, si vous voyez la référence, là, Blade Runner 1982, là, ou peut-être ça aussi. Donc, on est vraiment dans le Tokyo effervescent. On va comprendre comment ça marche, cette ville-là. Il y a plusieurs centres-villes, des centres de divertissement autour, des zones d'habitation, des zones de resto. Donc, c'est quoi le beat, le mood Tokyo? Toute la contre-culture tokyoïte, donc qui est super important. Donc, c'est donner un petit regard là-dessus. C'est l'angle qu'on a voulu se donner avec Camille, puis on va y aller à fond. Beer Garden le soir, bière à volonté, karaoké, ça risque d'être au programme. Donc, allez essayer de traverser l'intersection ici dans Shinjuku, la fameuse intersection à 6 rues. Donc, on est dans cette touche-là. Et puis après ça, souvent, on propose des extensions, si vous voulez, avec les gens qui veulent prolonger et rester plus longtemps à Tokyo pour maximiser leur immersion. Donc voilà, donc c'est un départ le 16 septembre. Cette année, tous les détails sont sur le site Internet. On est à une inscription de confirmer le départ, donc appel à tous ici. Prochaine inscription au départ est confirmée. On aura alors 6 beaux voyageurs pour faire le voyage. Puis après ça, ben, ça pourra évoluer. Donc, c'est le momentum, ça se passe en ce moment. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Donc, je ne sais pas si on peut mettre mon courriel dans le chat. Sinon, vous me trouvez, je pense, en bas de la page du Japon. Sinon, c'est fxblo@commercialcaravanier.com. Vous pouvez même contacter Alex, qui connaît aussi de plus en plus le voyage en particulier, mais connaît le Japon. Donc, on va être les deux à travailler sur cette destination. Alors, merci de votre attention. J'ai débordé un petit 15 minutes, mais c'est rien pour un si beau voyage. Puis voilà, donc bon midi et puis au plaisir d'en reparler.